Le choc a traversé la France comme une décharge froide. Bruno Salomon est mort le 15 mars 2026, à 55 ans. Un âge où l'on parle encore de projets, de rôles à venir, de textes à finir, de scènes à reprendre. Pas d'extinction, pas d'effondrement, pas de fin. Et pourtant, c'est bien ainsi que l'histoire s'est refermée. Brutalement pour le public, plus lentement pour ceux qui savaient. Derrière le visage familier de la comédie populaire, derrière l'homme qui avait si longtemps porté le rire, avec cette désinvolture apparente qui rassure les téléspectateurs, il y avait depuis des mois un combat tenu à distance des caméras. Un combat discret, pudique, presque clandestin. Bruno Salomon n'était pas seulement un acteur adoré. Il était devenu, dans ces dernières semaines, le centre d'un silence lourd, épais, presque sacré. Et dans ce silence, un nom revenait sans cesse, sans jamais se donner complètement. Audrey, sa compagne de longue date, devenue son épouse peu avant l'irréparable. Ce que l'on croyait n'être qu'une rumeur sentimentale s'est révélé être au moins une vérité essentielle. Il y avait au cœur de ces derniers jours une fidélité absolue, un amour discret, une présence qui n'a pas quitté le bord du gouffre. Ce qui rend la disparition de Bruno Salomon si déchirante, ce n'est pas seulement la mort d'un comédien à 55 ans. C'est le contraste presque insoutenable entre l'homme public et l'épreuve privée. Sur scène, à l'écran, dans les séries, les téléfilms, les doublages, il savait faire surgir le relief d'un personnage en quelques gestes, en quelques inflexions, avec ce mélange rare de fantaisie et de fragilité. Dans l'intimité, selon les témoignages relayés après sa disparition, il luttait contre un cancer, revenu frapper là où l'on espérait la paix. Hélène de Fougerolles a raconté qu'il avait gardé sa maladie loin des regards et qu'il avait cessé de tourner à l'automne 2025 pour se soigner. Cela donne à ces derniers mois une couleur plus sombre encore, celle d'un homme qui se retire sans bruit, pendant que le public, lui, continue de le voir comme une présence familière, presque indestructible. Or, rien n'était indestructible. Le corps cédait, l'agenda se vidait, les plateaux s'éloignaient, et le combat se resserrait dans un espace minuscule. Les soins, l'attente, la fatigue, l'espoir qui recule puis revient, puis recule encore. Né le 13 juillet 1970 à Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne, Bruno Salomon portait déjà en lui une forme de mélange, presque une promesse de personnage. Des racines siciliennes et flamandes, une enfance en partie marseillaise, puis une vie qui le ramène en région parisienne. Avant d'être cet acteur immédiatement reconnaissable, il fut un enfant unique, puis un jeune homme qui rêvait de devenir vétérinaire, avant que les études et la réalité ne le poussent ailleurs. Cet ailleurs, ce fut l'écriture de sketchs, les petites scènes, les cafés-théâtres, les marges de la notoriété. Ce fut aussi, dans un détour qui en dit long sur sa trajectoire, le costume de Dingo à Euro Disney, comme si sa carrière avait commencé dans une silhouette trop grande pour lui, dans un masque déjà, dans un personnage avant d'être un nom. En 1996, l'émission Graines de Star le fait enfin remarquer. Ce n'est pas encore la gloire, mais c'est déjà l'irruption d'un tempérament. Bruno Salomon n'entre pas dans le paysage audiovisuel par la force. Il s'y glisse par singularité. Il ne ressemble pas aux autres. Il a quelque chose de nerveux, de tendre, de légèrement cassé dans l'énergie. Un comique qui semble toujours protéger en lui une fêlure. Cette fêlure, justement, a longtemps été sa puissance. Après les petites scènes, il rejoint la troupe des Nous ça nous, aux côtés notamment de Jean Dujardin. C'est là que s'aiguise ce goût du rythme, du collectif, de l'absurde, de la mécanique comique. Puis viennent les années où son visage s'installe dans la mémoire populaire. Igor Dosgor dans Brise de Nice, voix de Burger Quiz, silhouette marquante de Caméra Café, présence inoubliable dans Kaamelott, puis surtout Denis Boulet dans Fais pas ci, fais pas ça. Pour toute une génération de téléspectateurs français, Bruno Salomon n'était pas une vedette lointaine. Il était un compagnon de salon, un visage de rendez-vous hebdomadaire, une voix, une manière de faire exister un personnage sans jamais écraser les autres.
Il était de ces comédiens qu'on ne confond pas avec le prestige tapageur, mais qu'on aime avec une fidélité beaucoup plus profonde, parce qu'il donne le sentiment d'être là depuis toujours. Sa carrière, pourtant, ne se résume pas à une seule série, ni à une seule étiquette. Elle épouse au contraire les contours d'une filmographie éclatée, où la télévision, le cinéma et le doublage se répondent sans cesse. En 2008, il joue dans État de manque de Claude Dana, diffusé sur France 2. En 2009, il apparaît dans Le temps est à l'orage de Joyce Buñuel, avec Pierre Mondy, puis dans Big Jim de Christian Méré-Palmer. En 2010, il partage l'affiche de Famille décomposée avec Julie Gaillet. En 2011, il devient le héros de la mini-série La pire semaine de ma vie sur M6. En 2013, il porte Lanester et figure dans Le Débarquement, émission à sketch réunie autour de Jean Dujardin. Cette succession de rôles dit quelque chose d'important. Bruno Salomon n'a jamais été un acteur enfermé dans un seul registre. Il circulait. Il essayait. Il revenait là où on ne l'attendait pas tout à fait. Il avançait par déplacements successifs, comme s'il refusait d'être prisonnier de la seule image du comique sympa que le public pouvait lui coller à la peau. À cette trajectoire d'acteur s'ajoutait un autre territoire, souvent moins commenté mais essentiel, le doublage. Le monde rappelle qu'il n'a jamais abandonné cet art, prêtant notamment sa voix à Jolly Jumper dans Lucky Luke et à plusieurs films d'animation, des Indestructibles à Tic et Tac. Ce détail n'en est pas un. Le doublage exige la précision, l'oreille, l'instinct du rythme, la capacité à transmettre une émotion sans le secours du corps. Cela lui ressemblait profondément. Bruno Salomon était un acteur de présence, mais aussi un acteur de vibration. Il savait habiter l'espace visible, et il savait aussi vivre dans la voix seule, dans la modulation, dans la nuance. Il y a quelque chose de très juste à penser que sa carrière aura été celle d'un homme capable d'exister autant par le visage que par le timbre, autant par le masque que par la faille. Et puis il y a la part la plus troublante de son destin, cette coexistence constante entre le rire et la douleur. Dans son livre « Les misophones », publié en 2019, il évoquait un trouble dont il souffrait depuis l'enfance, une hypersensibilité à certains sons, source d'une souffrance profonde. Cette information change le regard que l'on porte sur lui. Elle raconte qu'au-delà de la mécanique du gag, il y avait chez Bruno Salomon un rapport intensifié au monde, une manière de tout recevoir avec plus de violence, plus d'acuité, plus de tension. Ce n'est pas anodin. Beaucoup de grands comiques avancent ainsi, avec une peau trop fine pour le vacarme du réel. Chez lui, ce n'était pas une pose. C'était une donnée intime. Sa vie semble alors liée à une contradiction fascinante, celle d'un homme fait pour produire du rire, mais traversé depuis toujours par une sensibilité aiguë, presque douloureuse, au bruit du monde. C'est aussi pour cela que ces derniers mois frappent aussi fort. La maladie, selon les témoignages recueillis après sa mort, ne fut pas immédiatement exposée. Elle fut d'abord tue, cachée, contenue. Hélène de Fougerolles a expliqué qu'il ne voulait pas que cela se sache, et qu'il tenait à se battre à l'abri du regard public. Cette pudeur éclaire tout le reste. Elle éclaire le fait qu'il ait continué à travailler autant qu'il le pouvait. Elle éclaire son retrait progressif. Elle éclaire surtout la tonalité de son adieu. Bruno Salomon ne s'est pas raconté malade. Il a choisi d'être jusqu'au bout un homme en action, un homme de création, un homme occupé à faire, à écrire, à tenir. Même lorsqu'il s'éloigne des tournages, même lorsque le cancer récidive, il ne se transforme pas en récit compassionnel. Il demeure Bruno Salomon, c'est-à-dire quelqu'un qui refuse de se réduire à ce qui l'attaque. Cette volonté de ne pas céder apparaît jusque dans ses derniers projets. Selon Thierry Bizot, relayé par la presse, il travaillait encore à l'écriture d'une bande dessinée et aurait poursuivi ce travail jusqu'à ses dernières forces. Voilà sans doute l'image la plus juste de sa fin. Non pas celle d'une célébrité repliée sur son malheur, mais celle d'un créateur
essayant de laisser encore quelque chose derrière lui. Un texte, une trace, une forme. On apprend aussi qu'en 2024, il faisait partie du jury du festival Film Court de Dinan, et qu'à la fin de cette même année, il apparaissait dans Enjoy sur France TV/, où sa performance avait été remarquée. Même au bord de l'épuisement, il restait relié au travail, au jeu, au désir de transformation. La maladie avançait, mais le métier chez lui continuait de brûler. Quant à Audrey, sa présence surgit dans ce récit comme un contrepoint bouleversant. Les informations la concernant demeurent très rares, et c'est justement ce qui donne à cette histoire une gravité particulière. Bruno Salomon avait toujours protégé sa vie privée. Après sa mort, plusieurs articles ont rapporté, sur la foi des confidences de Thierry Bizot à Paris Match, qu'il s'était marié peu de temps avant son décès avec sa compagne Audrey, avec laquelle il partageait sa vie depuis longtemps. Ce mariage discret, presque clandestin, renverse la lecture de ces derniers mois. Il ne s'agissait pas seulement de lutter. Il s'agissait aussi de consacrer, au milieu de l'ombre, ce qui comptait le plus. Dans la tempête d'un cancer qui revient, alors que l'avenir se rétrécit, un homme choisit encore d'inscrire officiellement l'amour dans sa vie. Non comme un effet de récit, mais comme une décision de vérité. Et c'est là, sans doute, que se trouve le cœur le plus poignant de cette histoire. Pas dans un scandale, pas dans un aveu spectaculaire, mais dans cette fidélité silencieuse que la mort révèle au grand jour. Les hommages qui ont suivi sa disparition ont confirmé ce que le public pressentait depuis longtemps. Alexandre Astier a salué la mémoire de son ami et de son partenaire de Kaamelott. Valérie Bonneton a parlé d'un homme d'une immense sensibilité. Florence Foresti a réagi elle aussi. À travers ses réactions, affleure toujours la même idée. Bruno Salomon n'était pas seulement apprécié pour son talent, mais pour sa qualité humaine, sa délicatesse, sa pudeur, son courage. Ce mot revient souvent lorsqu'un artiste disparaît, mais il sonne ici avec une résonance particulière. Le courage, chez lui, n'avait rien de martial. C'était un courage sans mise en scène. Le courage de continuer à créer. Le courage de ne pas tout montrer. Le courage d'aimer dans la discrétion. Le courage, enfin, d'affronter l'effacement sans renier la joie qu'il avait donnée aux autres. Alors oui, sa mort a pris quelque chose à beaucoup de monde. Aux téléspectateurs, elle retire une présence rassurante, l'un de ces visages qui appartiennent à la mémoire collective plus qu'à l'actualité pure. À ses partenaires de jeu, elle enlève un homme de troupe, un acteur capable de tenir une scène sans jamais chercher à la dévorer. À sa famille et à Audrey, elle laisse un vide que les articles n'épuiseront jamais. Et à ceux qui s'intéressent vraiment aux trajectoires d'artistes, elle rappelle une vérité terrible. Les carrières les plus solides ne sont pas toujours celles qui font le plus de bruit. Bruno Salomon n'a pas bâti sa place sur le fracas. Il l'a bâti sur la constance, sur la précision, sur cette capacité rare à mêler la fantaisie et la blessure, la popularité et la discrétion, le burlesque et la pudeur. Si l'on veut résumer ses accomplissements, il faut refuser les formules trop courtes. Bruno Salomon a marqué la télévision française par « Fais pas ci, fais pas ça », laissé son empreinte dans Kaamelott, traversé le cinéma populaire avec Brise de Nice, construit une présence durable dans le téléfilm, retrouvé la scène avec Euphorique, poursuivi des projets jusqu'aux derniers mois et maintenu en parallèle une activité importante dans le doublage. Mais au-delà de la liste, son vrai mérite est peut-être ailleurs, dans la cohérence secrète de son parcours. Toute sa vie semble avoir été liée à l'art d'incarner, de se glisser dans les autres, de faire tenir ensemble le rire et l'inquiétude. Il n'était pas seulement un amuseur public. Il était un acteur de la nuance, un artisan de l'émotion déguisé en légèreté. Et c'est pour cela que sa disparition a cette couleur presque irréelle. On croit d'abord perdre un homme drôle, puis on comprend qu'on a perdu davantage, une sensibilité, une voix, une manière de traverser les écrans sans arrogance, un artiste qui savait faire rire sans jamais donner l'impression de forcer le monde.
Dans l'époque du vacarme, Bruno Salomon représentait peut-être exactement l'inverse. Une présence subtile, presque basse, mais durable. Une intensité sans brutalité. Une pudeur sans froideur. Une élégance du retrait. La maladie a fini par gagner le corps, oui. Mais elle n'a pas effacé ce qu'il laisse. Une trace singulière dans la comédie française, une galerie de personnages populaires, et cette image finale, terrible et magnifique à la fois, d'un homme qui s'approche de la fin, sans renoncer ni au travail, ni à la tendresse, ni à l'idée même de transmettre encore quelque chose. Au fond, la seule vérité vraiment bouleversante qui remonte après sa mort n'est pas celle d'une rumeur tapageuse. C'est celle, beaucoup plus nue, beaucoup plus lourde, d'une vie menée à couvert, avec dignité, jusqu'au bord de l'abîme. Bruno Salomon a vécu dans le rire, mais il n'était pas superficiel. Il a été populaire, mais jamais bruyant. Il a été aimé, mais sans mise en vitrine. Et dans la dernière obscurité, au moment où tout se réduisait à l'essentiel, il semble avoir choisi ce qui résume toute une existence. Rester fidèle à ses proches, à son métier, et à cette part secrète de lui-même qui ne demandait ni pitié ni spectacle, seulement le droit de tenir encore un peu, dans la lumière vacillante, avant que le rideau ne tombe.